Vous savez ce qui est bizarre? On peut vivre avec quelqu'un, partager le même lit tous les soirs, et pourtant être complètement seul, complètement invisible. Je m'appelle Karine, j'ai 37 ans. Je suis mariée à Yves depuis 11 ans, et ça fait maintenant 2 ans qu'il ne m'a pas touchée. Pas un baiser, pas une caresse, pas un câlin, rien. On vit comme 2 colocataires polis qui se croisent dans un appartement. Au début, je pensais que c'était passager. Le stress du travail, la fatigue, les enfants qui grandissent. Mais 2 ans, à un moment donné, ce n'est plus du stress, c'est autre chose. Et aujourd'hui, je réalise que peut-être que je suis aussi responsable de cette situation. Peut-être que j'ai laissé quelque chose mourir entre nous sans m'en rendre compte. Je ne sais pas. C'est pour ça que je vous raconte mon histoire, pour comprendre, pour avoir vos avis, parce que je suis perdue. Yves et moi, on ne s'est pas rencontrés de manière romantique, pas de coup de foudre. On était collègues dans la même entreprise de télécommunications. Lui, ingénieur réseau, moi, chef de projet. On a commencé à déjeuner ensemble, à discuter. Il était intelligent, drôle, stable. Moi, j'étais ambitieuse, organisée, indépendante. On s'est dit, pourquoi pas? Le mariage est venu 3 ans après. Un beau mariage, classique. Nos familles étaient contentes, on était contents aussi. Pas dans l'euphorie, mais contents, solides. Les premières années étaient normales. On faisait l'amour régulièrement, pas passionnément comme dans les films, mais c'était bien. C'était notre intimité, notre connexion. On a eu notre premier enfant, Malik, après 2 ans de mariage. Puis Sarah, 3 ans plus tard. 2 beaux enfants, une belle maison, 2 bons salaires. De l'extérieur, on était le couple parfait. Mais quelque chose a commencé à changer après la naissance de Sarah. Subtil au début, tellement subtil que je ne l'ai pas remarqué. Yves rentrait plus tard du bureau. Il était toujours sur son ordinateur le soir. Il disait que c'était le travail, un gros projet, des deadlines serrés. Et moi, j'étais épuisée. Entre les enfants, mon travail à moi, la maison, les courses, les devoirs, je m'effondrais dans le lit tous les soirs. Quand Yves s'approchait de moi pour m'embrasser, parfois je lui disais « Pas ce soir, chérie, je suis vraiment fatiguée » ou « Les enfants vont se réveiller » ou simplement « Demain, promis ». Je ne comptais pas, mais lui, peut-être qu'il comptait. Peut-être que chaque refus s'accumulait comme une petite blessure. Il y a 3 ans, notre vie sexuelle a commencé à vraiment décliner. De 2 fois par semaine, on est passé à 2 fois par mois, puis 1 fois par mois, puis rien. Au début, c'était moi qui refusais, mais à un moment donné, Yves a arrêté de demander. Complètement arrêté. Et vous savez ce qui est terrible? J'étais soulagée. Oui, soulagée. Parce que ça enlevait une pression, une chose de moins à gérer dans ma liste interminable de responsabilités. Le sexe était devenu une corvée, un devoir conjugal, quelque chose à cocher sur ma to-do list. Je me disais, c'est normal, tous les couples mariés passent par là. On a des enfants, on travaille, on est fatigué, c'est la vie. Mais ce n'était pas juste le sexe qui disparaissait, c'était tout. Les baisers du matin sont devenus des saluts rapides. Les câlins sur le canapé ont disparu. Les mains qui se touchent en regardant la télé, plus jamais. Les compliments, silence. On ne se touchait plus du tout. Même pas par accident. Même pas un frôlement de main en passant le sel à table. Il y a 2 ans, j'ai réalisé qu'on ne s'était pas embrassé depuis des mois. Pas un vrai baiser, juste des bises rapides sur la joue, comme des cousins. Cette nuit-là, j'ai essayé de l'embrasser. Je me suis approchée de lui dans le lit, j'ai mis ma main sur son torse. Il a bougé, doucement, comme s'il voulait se retourner pour dormir. Il a dit « Je suis vraiment crevée ce soir, Karine, dors bien ». Et il s'est tourné de l'autre côté. Silence. J'ai senti quelque chose se briser en moi cette nuit-là. Mais je n'ai rien dit, je me suis juste retournée aussi. Et on a dormi dos à dos, comme on le fait tous les soirs maintenant. Les mois suivants, j'ai essayé, vraiment essayé. J'ai acheté de la lingerie, vous savez, le genre qu'on voit dans les magazines, rouge, en dentelle. Je me sentais ridicule dedans, mais je voulais essayer. Un vendredi soir, j'ai attendu qu'il sorte de la douche. J'étais allongée sur le lit dans cette lingerie, essayant de prendre une pose sexy. Il est entré.
Il m'a regardé et il a dit « Oh, c'est joli, mais je dois finir un truc urgent pour lundi. Désolé chérie. » J'ai ri amèrement. Il a pris son ordinateur et il est allé s'installer dans le salon. J'ai pleuré cette nuit-là, toute seule, dans cette lingerie stupide. Je me sentais pathétique, laide, indésirable. J'ai essayé d'autres choses. Je me suis inscrite à la salle de sport, j'ai perdu 8 kilos. Il a dit « Oh, tu as maigri? C'est bien. » C'est tout. J'ai changé de coiffure, fait des mèches. Rien. J'ai proposé un week-end en amoureux, juste nous deux. Il a dit qu'il ne pouvait pas laisser le travail. J'ai essayé d'être plus câline, de le toucher plus souvent. Il se retirait. Pas brusquement. Juste, il s'éloignait. Toujours une raison. Un jour, je lui ai demandé directement « Yves, pourquoi tu ne me touches plus? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il m'a regardé surpris. « Quoi? Mais tout va bien? Tu imagines des choses. On est juste fatigués tous les deux. C'est normal après tant d'années. » « Normal? Normal ?» J'ai insisté. « Non, Yves, ça fait presque 2 ans. Ce n'est pas de la fatigue. C'est autre chose. Parle-moi. » Il s'est énervé. « Karine, arrête de dramatiser. On a 2 enfants, 2 carrières, une maison à gérer. On n'est plus des adolescents. Grandis un peu. » Et il est parti. Il a pris ses clés et il est parti faire un tour. Je suis restée là, dans la cuisine, avec cette question qui tournait dans ma tête. Est-ce que je dramatise vraiment? Quand votre mari ne vous touche plus, votre tête commence à inventer des scénarios, des centaines de scénarios. Scénario 1. Il a une maîtresse. J'ai vérifié son téléphone plusieurs fois, pendant qu'il dormait. Honteuse, mais je l'ai fait. Rien. Pas de message suspect, pas d'appel étrange, pas de double vie apparente. J'ai regardé les relevés bancaires, pas de dépenses suspectes, pas d'hôtel, pas de restaurant où on ne va jamais ensemble. J'ai même fait attention à ses vêtements. Pas de parfum étranger, pas de traces de rouge à lèvres. Rien. Scénario 2. Il est gay. Peut-être qu'il a découvert quelque chose sur lui-même. Peut-être qu'il n'est plus attiré par les femmes. Par moi. J'ai cherché dans son historique internet des sites normaux. Actualité, sport, technologie. Rien qui indique une crise d'identité sexuelle. Scénario 3. Il a un problème médical. Peut-être une dysfonction érectile. Peut-être qu'il a honte d'en parler. Peut-être qu'il évite l'intimité pour ne pas affronter ce problème. J'ai essayé d'aborder le sujet délicatement. « Chérie, si tu as un souci de santé, on peut voir un médecin ensemble. Pas de jugement. » Il m'a regardée comme si j'étais folle. « Je vais très bien, Karine. Arrête avec tes théories. » Scénario 4. C'est moi. Peut-être que je suis devenue laide. Peut-être que les 2 grossesses ont détruit mon corps. Peut-être qu'il me regarde et ne voit plus une femme désirable, mais juste la mère de ses enfants. Peut-être que je suis ennuyeuse, que notre vie est trop routinière. Travail, enfants, dodo, répété. Peut-être qu'il en a juste marre de moi. Cette pensée me range de l'intérieur, lentement mais sûrement. Elle détruit mon estime de moi, ma confiance, mon identité en tant que femme. Il y a 3 semaines, j'ai pris une décision. J'ai décidé qu'on allait avoir la conversation. La vraie, sans fuite, sans excuse. J'ai demandé à ma sœur de garder les enfants pour la soirée. J'ai préparé un bon dîner, j'ai éteint tous les écrans. J'ai créé un moment où on ne pourrait pas échapper à cette discussion. Quand il est rentré et qu'il a vu que les enfants n'étaient pas là, il a demandé « Où sont Malik et Sarah ?» « Chez ma sœur. On doit parler. » Il a soupiré. Ce soupir que je déteste. Ce soupir qui dit « Encore un drame. » On s'est assis à table, en face l'un de l'autre. « Yves, ça fait 2 ans que tu ne me touches plus. 2 ans. Je veux savoir pourquoi. » Silence. « Je veux la vérité. Tu as une maîtresse ? » « Non. » « Karine, ne sois pas ridicule. »« Tu as un problème de santé ? » ?»« Non. »« Alors quoi ? Explique-moi, parce que je deviens folle. » Il a baissé la tête, longtemps, très longtemps. Et puis il a commencé à parler. « Tu veux vraiment savoir ? » « Oui. » « D'accord, je vais te dire.
mais tu ne vas pas aimer. » Et là, il m'a dit des choses que je n'avais jamais imaginé entendre. Il m'a dit qu'il ne se sentait plus désiré, que pendant des années, j'avais refusé ses avances, que chaque fois qu'il essayait de m'approcher, j'avais une excuse. Il m'a dit qu'à force de se faire rejeter, il avait commencé à se sentir indésirable, laid, pas assez bien. Il m'a dit qu'un jour, il a arrêté d'essayer, parce que le rejet faisait trop mal, parce que c'était plus facile de ne rien demander que de se faire dire non encore une fois. Il m'a dit « Tu as tué mon désir pour toi, Karine, petit à petit, refus après refus. Et maintenant, je ne ressens plus rien. » Ces mots, je ne ressens plus rien. Ils sont restés suspendus dans l'air, lourds, définitifs. J'ai essayé de répondre, de me défendre, de dire « Mais j'étais fatiguée, j'avais les enfants, j'avais mon travail. » Et il m'a répondu quelque chose qui m'a coupé net. « Karine, tu avais de l'énergie pour ton travail, tu avais de l'énergie pour les enfants, tu avais de l'énergie pour tes amis quand vous sortiez, tu avais de l'énergie pour tout, sauf pour moi. » Et le pire, c'est qu'il avait raison. J'avais mis notre intimité tout en bas de ma liste de priorités, après le travail, après les enfants, après les courses, après tout. Je pensais qu'il comprendrait, que c'était évident qu'il passerait après tout le reste, parce qu'il était mon mari, qu'il serait toujours là. Mais un homme aussi a besoin de se sentir désiré, voulu, choisi. Et moi, je lui ai fait sentir pendant des années qu'il était optionnel. Après qu'il m'ait dit tout ça, j'ai pleuré, beaucoup pleuré. Pas parce que j'étais en colère contre lui, mais parce que je réalisais ma part de responsabilité. Je lui ai dit « Yves, je suis désolée, vraiment désolée. Je ne me rendais pas compte de ce que je te faisais. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Il m'a regardé avec des yeux fatigués. « Je ne sais pas, Karine. Honnêtement, je ne sais pas. Tu veux qu'on essaye ? Qu'on aille voir un thérapeute de couple ? Je ne sais pas si ça va changer quelque chose. Le désir, ça ne se force pas. Ça ne revient pas juste parce qu'on le décide. Mais on peut essayer, non ? On a 11 ans de mariage, 2 enfants. On ne va pas abandonner comme ça. » Il a soupiré. « Je ne veux pas abandonner, mais je ne veux pas non plus te mentir. Je ne te regarde plus comme avant. Je te regarde et je vois la mère de mes enfants, une colocataire, une partenaire de vie, mais pas une femme qui me fait vibrer. » Ces mots, aussi durs qu'ils étaient, je les avais besoin d'entendre, parce qu'ils étaient honnêtes. On a continué à parler, jusqu'à tard dans la nuit, sans écran, sans interruption, juste nous deux, enfin. Il m'a raconté des choses que j'ignorais, des moments où il s'était senti rejeté, des nuits où il avait pleuré silencieusement à côté de moi, des fois où il avait eu envie de partir, mais était resté pour les enfants. Et moi, je lui expliquais ma fatigue, mon épuisement, mon sentiment d'être tiré dans tous les sens, d'avoir l'impression que mon corps n'était plus le mien, mais appartenait aux enfants, au travail, à tout le monde, sauf à moi. On a parlé comme on n'avait pas parlé depuis des années. Ça fait 3 semaines depuis cette conversation. On a pris rendez-vous avec un thérapeute de couple. On commence les séances la semaine prochaine. Est-ce que ça va marcher ? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Yves dort toujours de l'autre côté du lit. On ne s'est toujours pas touché, mais on parle, vraiment. On se regarde dans les yeux, on écoute. Ce que j'ai compris, c'est que le désir ne meurt pas d'un coup. Il s'érode, lentement, par négligence, par manque d'attention, par des milliers de petites morts quotidiennes. Et le faire revivre, ça va prendre du temps. Peut-être beaucoup de temps. Peut-être que ça ne reviendra jamais. Alors voilà mes questions pour vous. Est-ce qu'un couple peut survivre sans intimité physique ? Est-ce qu'on peut faire revivre le désir après 2 ans d'abstinence complète ? Est-ce que j'ai détruit notre couple en le négligeant pendant des années ? Est-ce qu'on devrait rester ensemble pour les enfants, même si le désir est mort ? Qu'est-ce que vous feriez à ma place, si votre mari ou votre femme ne vous touchait plus pendant 2 ans ? Je n'ai pas de fin dramatique à vous donner, pas de découverte choquante, pas de trahison spectaculaire. Juste 2 personnes qui se sont perdues lentement et qui essayent de se retrouver. Dites-moi dans les commentaires vos histoires, vos conseils, votre expérience, parce que je pense qu'on est beaucoup à vivre ça en silence, beaucoup plus qu'on ne le croit. Merci de m'avoir écouté.